C'est étrange, comme les enterrements rythment nos vies une fois qu'on a passé un certain âge. Ce n'est plus une tragédie qui nous foudroie, mais plutôt une sorte de rendez-vous silencieux, une note dans le calendrier de l'existence. L'enterrement de Solange Dubois était difficile ce matin-là. Non pas que nous étions des amis intimes, elle et moi. Plutôt des complices de quartier, des camarades de banc à la boulangerie du coin. Mais quand on a 73 ans, on tient les comptes. Solange était la 3e cette année, et nous n'étions qu'en juin. Le ciel de Fontainebleau était d'un bleu laiteux, presque indifférent. Je marchais lentement en direction de ma maison, m'appuyant sur ma canne. Souvenir d'une mauvaise chute l'hiver dernier sur une plaque de verglas que je n'avais pas vu venir. Le médecin m'avait prévenu « À votre âge, Madame Perrin, la guérison est plus lente ». Mais je n'avais aucune intention d'écouter ces prédictions maussades. J'avais encore tant de choses à faire dans cette vie et je ne considérais pas mon âge comme une sentence. La rue des Tilleuls, où je vivais depuis 38 ans, m'accueillit avec son silence familier. Fontainebleau avait toujours été une ville tranquille, mais ce quartier-là en était le cœur paisible. Des maisonnettes de style meulière, des pelouses impeccablement tondues, de vieux arbres dont les branches semblaient vouloir raconter des histoires. Mon petit coin de paradis sur terre. Pourtant, ces derniers temps, mon fils Olivier se faisait de plus en plus insistant. Il fallait que je déménage, que je me rapproche de chez lui. Se rapprocher, cela voulait dire les jardins sereins, un EHPAD, avec une assistance médicale, une jolie vue sur un parc, et surtout la certitude pour lui que je ne risquais plus rien. J'y étais allée une fois pour rendre visite à une ancienne collègue de l'école. Il n'y avait rien de serein dans cet endroit. Juste une odeur tenace de désinfectant et de vie qui s'estompe doucement. J'ai gravi les 5 marches de mon perron, sorti mes clés de mon sac à main et les ai insérées dans la serrure. Elle n'a pas tourné. J'ai réessayé en y regardant de plus près. Non, c'était bien ma clé. Je ne pouvais pas me tromper. Mais elle refusait obstinément d'entrer dans le trou de la serrure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ai-je marmonné en essayant les autres clés de mon trousseau. Aucune ne fonctionnait. On avait changé la serrure. Je suis restée là debout, appuyée sur ma canne, essayant de donner un sens à la situation. Ce ne pouvait pas être une erreur, ni un accident. Quelqu'un m'avait délibérément enfermée dehors, de ma propre maison. J'ai sorti mon téléphone, l'une des rares concessions à la modernité que j'avais fini par accepter non sans mal. Olivier avait insisté. « Maman, comme ça, je peux toujours te joindre. » C'est lui que j'ai appelé. Une sonnerie 2-3. J'allais laisser un message quand il a décroché. « Maman ?» Sa voix était prudente, presque sur la défensive. « Tu es rentrée. » « Je serais rentrée si je pouvais entrer, » ai-je répondu sèchement. « Mes clés ne fonctionnent pas. » Il y eut un silence. Un silence lourd, pendant lequel je pouvais presque l'entendre. Rassembler ses pensées, formuler une réponse qu'il avait sans doute préparée. « Oui, on a changé les serrures, » a-t-il finalement dit. « J'allais t'appeler. » Geneviève et moi avons discuté de la situation et nous avons décidé que c'était pour le mieux. Tu as dit toi-même que tu avais du mal à monter les escaliers. Ma maison est de plein pied, Olivier, lui ai-je rappelé, sentant la colère monter en moi, une vague lente et chaude. Les seuls escaliers, ce sont les 5 marches du perron. Tu sais très bien ce que je veux dire, maman. C'est difficile pour toi de t'occuper de tout. Hier, tu as oublié d'éteindre le gaz sous la casserole. Je n'avais rien oublié du tout. Geneviève, ma belle-fille, était passée et avait trouvé la casserole sur le feu. J'ai soupiré. Elle avait cette manie de débarquer à l'improviste pour vérifier si tout va bien. Cela m'agaçait profondément, mais je le tolérais pour préserver la paix des familles. Hier, je m'étais effectivement éloignée de la cuisinière pour répondre au téléphone, mais j'allais y retourner 1 minute plus tard. C'est à ce moment-là, évidemment, qu'elle était arrivée. « Olivier, je veux rentrer dans ma maison. Où sont mes nouvelles clés ?» De nouveau, ce silence, encore plus tendu. « Tu n'en as pas besoin, maman. Geneviève et moi t'avons préparé une chambre chez nous, et ensuite nous irons ensemble visiter les jardins sereins. J'ai déjà pris les dispositions. Une place vient de se libérer avec vue sur le jardin. J'ai senti mon souffle se couper. Ils avaient tout planifié. Ils avaient attendu que je parte à l'enterrement pour changer les serrures. En ce moment même, ils étaient probablement en train de faire mes cartons, de décider ce dont grand-mère aurait besoin dans sa maison de retraite. Donc, si je comprends bien, tu es en train de me dire que je n'habite plus ici,
ai-je demandé surprise par le calme de ma propre voix. Maman, comprends-nous. C'est pour ton bien. Tu tombes, tu oublies de prendre tes médicaments, tu laisses le gaz allumé. C'est très courageux de ta part, l'ai-je interrompu. Pardon. Je dis que c'est très courageux. Mettre sa propre mère à la porte de sa maison sans la prévenir. Quelle est la prochaine étape? Me faire déclarer incapable et mettre la main sur mes économies. Maman, il était outré. Comment peux-tu dire une chose pareille, Geneviève et moi? Ne cherchons qu'à veiller sur toi. Bien sûr, mon chéri, ai-je dit avec le ton que j'utilisais autrefois pour calmer les élèves agités. J'apprécie votre sollicitude. Où sont Kylian et Manon en ce moment? La question sur ses enfants, mes petits-enfants, l'a décontenancé. Kylian est au travail et Manon a des cours à la fac jusqu'à ce soir. Quel est le rapport? Simple curiosité. Donc il n'y a que Geneviève à la maison. Oui, elle est en train d'emballer quelques-unes de tes affaires. Écoute, maman, pourquoi est-ce que je ne viendrai pas te chercher? Où j'envoie Geneviève? Tu ne vas pas rester sur le perron comme ça. Ne t'en fais pas pour moi. Je trouverai un endroit où passer la nuit, ai-je répondu. Et demain nous discuterons de tout ça d'une manière un peu plus conforme à la loi. Maman, tu ne comprends pas. J'ai raccroché. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai expiré lentement pour calmer les battements de mon cœur. J'ai jeté un regard autour de moi. Aucun des voisins ne semblait avoir remarqué notre petit drame. Tant mieux. Moins de commérages. Pour être honnête, je n'étais pas totalement prise au dépourvu. Depuis des mois, je remarquais les signes avant-coureurs d'un coup d'état imminent. Olivier qui parlait de plus en plus souvent des jardins sereins. Geneviève qui passait, par hasard, pour vérifier si j'avais bien pris mes cachets ou éteint les lumières. Mes petits-enfants Kylian et Manon qui demandaient avec une insistance un peu trop appuyée « Mamie, qu'est-ce qu'il adviendra de la maison quand tu ne seras plus là ?» Je n'étais ni aveugle ni sourde. Je voyais bien les regards avides de Geneviève sur le service en porcelaine de Limoges de ma mère. Je voyais les coups d'œil estimateurs d'Olivier sur les meubles anciens. J'avais entendu Kylian dire à un ami au téléphone « Après mamie, la maison sera une super affaire. Le quartier ne fait que prendre de la valeur. » J'ai ressorti mon téléphone et composé un autre numéro. « Allô, maître Vidal, c'est Adèle Perrin. Vous vous souvenez de moi, votre professeur de mathématiques au lycée? Oui, celle qui vous faisait faire des problèmes supplémentaires le week-end. » J'ai souri en écoutant la voix enthousiaste de mon ancienne élève à l'autre bout du fil. « Écoutez ma petite, j'aurais besoin d'un coup de main. Et peut être de vos services professionnels. » 20 minutes plus tard, un taxi s'arrêtait devant le perron. J'ai jeté un dernier regard à ma maison avant de monter dans la voiture. Le soleil du soir dorait les fenêtres et la maison semblait aussi douillette et sûre que jamais. Mais elle m'était désormais interdite. Du moins pour l'instant. Ce n'est pas grave, ai-je pensé. On verra bien. Un plan commençait déjà à se former dans mon esprit. Je n'étais pas une vieille femme sans défense qu'on pouvait chasser de chez elle pour une question d'argent. J'étais Adèle Perrin, professeure de mathématiques pendant 35 ans. Et s'il y avait une matière que je maîtrisais, c'était bien la logique. J'avais aussi toujours été capable de calculer avec quelques coups d'avance. Le taxi s'est éloigné, m'emportant loin de l'endroit que j'avais appelé chez moi pendant près de 4 décennies. Mais je ne me sentais pas comme une exilée, plutôt comme un général qui bat en retraite pour mieux se regrouper avant la bataille décisive. Je me suis souvenu du jour où Laurent, mon défunt mari et moi avions acheté cette maison. J'étais enceinte de 7 mois d'Olivier et nous cherchions désespérément à quitter notre 2 pièces exiguës pour un endroit où notre bébé pourrait grandir avec un jardin et sa propre chambre. L'argent était un problème. Le salaire d'un professeur et celui d'un bibliothécaire adjoint n'étaient pas mirobolants. Mais mes parents venaient de décéder, me laissant un petit héritage juste assez pour l'apport initial. Je me souviens de Laurent inquiet. « Adèle, tu es sûre. C'est tout ton héritage. On ne pourrait pas trouver quelque chose de moins cher. » Mais j'avais insisté. C'était la maison parfaite, dans le quartier parfait près de l'école où j'enseignais. Et puis mon instinct de mère me disait qu'elle nous apporterait le bonheur. Et ce fut le cas, pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'un cancer emporte Laurent. Après sa mort, j'ai élevé Olivier seul dans cette maison. J'ai jonglé avec les heures de cours, les cours particuliers le soir, et un travail à mi-temps à la librairie le week-end pour rembourser le prêt. Je vérifiais ses devoirs chaque soir, même quand la fatigue menaçait de me faire tomber. Je lui préparais ses sablés au chocolat préféré chaque samedi.
Quand il est entré dans une grande école de commerce, j'ai contracté un second prêt sur la maison pour payer ses frais de scolarité. Et maintenant, il me jetait dehors comme si je ne valais plus rien. Le taxi s'est arrêté devant un immeuble moderne de verre et de béton. Le cabinet de Maître Vidal, associé, se trouvait au 8e étage. J'ai payé le chauffeur et, m'appuyant sur ma canne, je suis entrée dans le hall climatisé. « Eh bien, Olivier, ai-je pensé en appuyant sur le bouton de l'ascenseur, tu as choisi de jouer à ce jeu. Ne te vexe pas si je te rends l'appareil. » Dans l'ascenseur, j'ai sorti de mon sac un petit carnet à la couverture de cuir usé. À l'intérieur d'une écriture soignée de professeur étaient notées des dates, des montants et de brèves annotations. C'était l'historique de toutes les transactions financières de mon fils avec mes comptes au cours des 5 dernières années. Olivier ne savait pas que je tenais ce carnet. Il pensait que j'étais trop vieille et distraite pour remarquer ces petits emprunts, comme il les avait appelés la seule fois où je l'avais interrogé sur un retrait étrange. Le cabinet de Maître Vidal se trouvait dans le centre d'affaires le plus prestigieux de Fontainebleau, une tour de verre à l'intersection de l'avenue Foch et de la rue de la République. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir pour visiteurs tenant une tasse de thé que l'assistante de Maître Vidal m'avait offerte. Le bureau était décoré avec goût sobre mais pas impersonnel, au mur des diplômes et quelques peintures abstraites aux couleurs apaisantes. Je me souvenais de Barbara Vidal, comme d'une jeune fille avec 2 nattes et un esprit vif comme l'éclair. Elle était toujours la première à lever la main dans mes cours de maths, comprenant les concepts les plus difficiles à la volée. Aujourd'hui, assise en face de moi, se trouvait une femme de 42 ans, sûre d'elle, avec des cheveux coupés courts et un regard pénétrant. Mais je voyais toujours en elle cette petite fille brillante du fond de la classe. « Madame Perrin, je n'arrive pas à croire que votre fils ait fait ça », a dit Barbara en secouant la tête après avoir parcouru mon petit carnet où j'avais consigné les détails de ma situation. Ce qu'il a fait est complètement illégal. C'est une occupation sans droit ni titre, et nous avons toutes les raisons de le poursuivre en justice. « Je ne veux pas poursuivre mon propre fils, Barbara, ai-je soupiré. Je veux lui donner une leçon et retourner dans ma maison, selon mes conditions. » Barbara m'a regardée avec respect. « Je vois. Alors nous allons rédiger une lettre très ferme exposant les faits, la violation de la loi et les conséquences. Ça devrait lui remettre les idées en place. Mais d'abord vérifions à qui la maison est officiellement enregistrée. » J'ai sorti un dossier de mon sac. Tout est là. Je garde des copies de tous les papiers importants avec moi depuis 6 mois, depuis que j'ai remarqué qu'Olivier s'intéressait un peu trop à mes finances. Prévoyante, a acquiescé Barbara en acceptant le dossier. « Où allez-vous loger ces prochains jours ?»« À l'hôtel. Je n'ai pas encore décidé. Je pourrais louer une chambre, bien sûr. »« N'y pensez même pas, » m'a interrompu Barbara. « J'ai une chambre d'amis. Vous pouvez rester chez moi aussi longtemps que nécessaire. Je ne veux pas vous déranger, ma petite. »« Vous plaisantez ?» Barbara a souri. « Vous n'avez pas idée de ce que vos leçons ont signifié pour moi. Sans vous, je ne serais jamais entrée en fac de droit. Vous avez été la seule à croire que la fille d'un plombier pouvait devenir avocate. Cela m'a fait du bien de l'entendre. J'avais toujours essayé de soutenir mes élèves, surtout ceux qui, comme Barbara, venaient de familles modestes. Mais aujourd'hui, je me sentais mal à l'aise de me retrouver dans le rôle de celle qui a besoin d'aide. Je traverse une période un peu compliquée, a continué Barbara comme si elle sentait mon trouble. Je viens de divorcer, alors la maison est un peu vide et silencieuse. J'adorerais que vous me teniez compagnie. Dans ce cas, j'accepte votre offre avec gratitude, ai-je hoché la tête, mais seulement pour quelques jours jusqu'à ce que l'affaire de la maison soit réglée. Barbara a de nouveau examiné mes papiers. D'accord. La maison vous appartient entièrement. L'hypothèque est remboursée. Il n'y a aucune charge qui pourrait donner un droit à votre fils. Il a agi de manière complètement illégale. Rédigeons une lettre qui le fera réfléchir aux conséquences. Le soir, nous sommes arrivés à l'appartement de Barbara, un grand logement avec de hauts plafonds et des baies vitrées donnant sur le parc de la ville. La chambre d'amis était confortable, avec un grand lit et un bureau près de la fenêtre. « Mettez-vous à l'aise », a dit Barbara en posant mon petit sac sur un pouf. « La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. »« Merci, ma petite. Vous êtes très aimable. » Quand Barbara est sortie, je me suis lentement assise sur le bord du lit. La journée avait été longue et la fatigue finissait par me rattraper.
J'ai sorti de mon sac une photographie dans un cadre en argent, le seul objet personnel que j'avais emporté. C'était une photo de Laurent et moi, devant notre maison, le jour où nous avions eu les clés. Si jeunes, si heureux. Mes pensées sont revenues à ces jours lointains. Laurent travaillait comme bibliothécaire adjoint à la bibliothèque municipale. Un homme calme, réfléchi, avec des yeux doux et un sourire tendre. Nous nous étions rencontrés là-bas, à la bibliothèque, alors que je cherchais des ouvrages pour mes cours. Il m'avait aidé à trouver un livre rare sur l'histoire des mathématiques et la sympathie entre nous avait été immédiate. Notre mariage fut heureux, mais... bref... Quand Olivier a eu 8 ans, on a diagnostiqué à Laurent une forme agressive de cancer du poumon. 6 mois plus tard, il n'était plus là. Je me suis retrouvée seule avec un enfant, un prêt immobilier et les factures médicales de mon mari. L'assurance a couvert une partie des frais, mais pas tout. La période la plus difficile de ma vie a commencé. J'ai pris des heures supplémentaires à l'école, donné des cours particuliers le soir et travaillé à temps partiel à la librairie le week-end. Le sommeil était devenu un luxe, 4 ou 5 heures par nuit, pas plus. Olivier était un garçon renfermé qui vivait mal la mort de son père. J'essayais de lui accorder le plus d'attention possible, mais j'avais souvent l'impression de ne pas y arriver. Il y a eu des moments où, après avoir couché mon fils, je m'enfermais dans la salle de bain et je pleurais en silence de désespoir et d'épuisement. Mais nous nous en sommes sortis. Quand Olivier a eu son bac, j'avais remboursé mes dettes et même mis un peu d'argent de côté pour ses études. Ce n'était pas assez cependant. J'ai dû contracter une 2e hypothèque sur la maison, mais je ne regrettais rien. Mon fils a eu une bonne éducation et est devenu conseiller financier. Au début, il était reconnaissant de mes sacrifices, mais avec le temps, quelque chose a changé. Peu, être, était-ce l'influence de sa femme Geneviève, une femme belle, mais froide, qui m'a toujours considérée comme une nuisance agaçante. Ou peu, être, était-ce Olivier lui-même, son ambition et sa cupidité grandissante. Il a commencé à parler de plus en plus de la manière irrationnelle dont je gérais mes finances, laissant entendre qu'il pourrait m'aider avec des investissements. J'ai soupiré et posé la photo sur ma table de chevet. Ce n'était pas le moment de m'apitoyer sur mes souvenirs. Je devais me concentrer sur le présent et sur l'avenir. Le lendemain matin, Barbara m'a conduite à la banque. Je devais vérifier l'état de mes comptes et être apporté quelques modifications au droit d'accès. « Bonjour, Madame Perrin », m'a salué le directeur Monsieur Durand, un homme mince à la barbe soigneusement taillée. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je voudrais un relevé de tous mes comptes pour les 5 dernières années, » ai-je dit. « Et je dois également retirer mon fils Olivier Perrin de la liste des personnes ayant procuration. » Monsieur Durand a haussé les sourcils de surprise, mais n'a rien dit. Une demi-heure plus tard, j'avais tous les documents nécessaires pour prouver qu'Olivier avait régulièrement retiré de l'argent de mon compte. De petites sommes, mais le total était considérable. « Maintenant à la Banque nationale », ai-je dit à Barbara en sortant. J'y ai un coffre-fort avec des documents importants. Le coffre contenait les actes de propriété originaux de la maison Mon Testament et une autre chose importante, un petit dictaphone de la taille d'un paquet de cigarettes. Depuis 3 ans, j'enregistrais chaque conversation que j'avais avec mon fils et sa famille. Non par paranoïa, mais par prudence. Je sentais que leur attitude changeait et je voulais avoir des preuves au cas où une situation comme celle-ci se produirait. Il y avait quelque chose de triste à enregistrer son propre fils, à le surprendre en flagrant délit de mensonge et de manipulation. Mais je me consolais en me disant que je ne le faisais pas par vengeance, mais par légitime défense. De retour au cabinet de Barbara, nous avons étalé tous les papiers sur son bureau. « C'est impressionnant, Madame Perrin », a-t-elle dit en regardant les relevés bancaires. « Vous vous êtes bien préparée. J'ai enseigné les maths pendant 35 ans, Barbara. On ne m'embrouille pas facilement avec les chiffres. » Et ces enregistrements, Barbara a pris le dictaphone. « Êtes-vous sûre de vouloir les utiliser ? Cela pourrait détruire votre relation avec votre fils. » J'ai réfléchi. Étais-je vraiment prête à aller aussi loin ? Gardons-les comme solution de secours pour l'instant, ai-je décidé. Il suffira peu, être de mentionner leur existence. Barbara a acquiescé et a commencé à rédiger une lettre officielle pendant que je parcourais les actes de la maison. L'acte de vente, le contrat de prêt, les quittances de paiement.
Tout était en parfait ordre. La maison m'appartenait, et à moi seule. Tenez, regardez ça. Barbara m'a tendu un projet de lettre. Elle y exposait les faits de la violation de la loi sur l'expulsion illégale, mentionnait les conséquences possibles, jusqu'à des poursuites pénales, et exigeait la restitution immédiate de l'accès à la maison. J'ai lu le texte attentivement. La lettre était impeccablement rédigée professionnelle, sans émotion, mais avec une indication claire de la gravité de la situation. Ajouter une clause précisant que je pourrais réclamer une indemnisation pour préjudice moral et pour tout objet manquant ou endommagé, ai-je suggéré. Et envoyons-la non seulement à Olivier, mais aussi à son bureau. Que ses collègues sachent quel fils attentionné il est. Barbara a souri. Vous voulez vraiment lui donner une leçon, n'est-ce pas? Je veux qu'il comprenne que vieillesse n'est pas synonyme d'impuissance, et qu'on ne fait pas ça à sa mère. Le jour même, la lettre a été envoyée par coursier avec accusé de réception. Il ne restait plus qu'à attendre la réaction d'Olivier. Le soir, Barbara m'a offert un verre de vin de Loire. À la justice, a-t-elle dit en levant son verre. Aux leçons de la vie, ai-je répondu en trinquant avec elle. Nous sommes restées assises, près de la fenêtre, à regarder les lumières de la ville. Barbara m'a parlé de son divorce de son mari, qui lui avait préféré une jeune secrétaire de la bataille pour les biens communs du sentiment de trahison et de solitude. Vous savez, Madame Perrin, vos leçons m'ont aussi aidé dans cette situation, a-t-elle dit. Vous disiez toujours que chaque problème a une solution. Il suffit de trouver la bonne approche. Je suis contente que tu te souviennes de cette leçon, Barbara, ai-je souri. Et s'il te plaît, appelle-moi Adèle. Nous ne sommes plus en classe. D'accord. Adèle a-t-elle balbutié peu habituée. Au fait, je me suis renseignée sur les jardins Serins, la maison de retraite, où votre fils voulait vous envoyer. Savez-vous combien ça coûte? J'imagine que ce n'est pas donné. 3 000 € par mois pour le forfait de base, sans les soins médicaux. Avec votre blessure, il vous proposerait un forfait amélioré autour de 5 000 €. J'ai sifflé. Où Olivier comptait-il trouver une telle somme? Ma pension de retraite n'y suffirait jamais. Avec la vente de votre maison, je pense. Barbara a siroté son vin. J'ai vérifié la valeur marchande des propriétés dans votre quartier. Une maison comme la vôtre vaut maintenant environ 450 000 €. J'ai secoué la tête. Le chiffre me semblait irréel. Quand Laurent et moi l'avions achetée, elle n'en valait que 42 000. Donc mon fils comptait vendre ma maison, me placer au jardin Serein et garder le reste de l'argent pour lui. C'est très probable, a acquiescé Barbara. Et à en juger par ses relevés bancaires, il a des problèmes financiers. Ses emprunts sur vos comptes, ils ont augmenté ces derniers mois, n'est-ce pas? J'ai repensé à mes notes. En effet, Olivier avait retiré plus d'argent de mes comptes au cours des 6 derniers mois qu'au cours des 2 années précédentes. Oui, vous avez raison. Mais pourquoi aurait-il des problèmes? C'est un conseiller financier qui a réussi. Sa femme travaille. Peu, être vivent-ils au-dessus de leurs moyens, a haussé les épaules Barbara. Ou il a fait de mauvais investissements. Quoi qu'il en soit, cela expliquerait son désir soudain de vous placer en maison de retraite. J'ai réfléchi. Olivier avait toujours aimé le grand train de vie. Les derniers gadgets, les restaurants chers, les vacances uniquement dans des hôtels 5 étoiles. Peu, être que ses revenus n'arrivaient plus à suivre ses dépenses. Eh bien, maintenant, je suis encore plus curieuse de savoir ce qu'il fait dans ma maison, ai-je dit. Pensez-vous qu'il ait déjà reçu la lettre? Un coursier devait la livrer cet après-midi. Si ce n'est pas à Olivier en personne, du moins à l'un de ses collègues. Dans tous les cas, nous connaîtrons bientôt sa réaction. J'ai imaginé Olivier lisant la lettre à en-tête du cabinet d'avocat, son visage passant de la surprise à la colère puis à la peur. Je ne sais pas pourquoi, mais cette image m'a apporté une certaine satisfaction. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. J'ai rêvé de la maison vide, avec les portes grandes ouvertes, comme si elle criait à l'aide. J'errais dans les pièces cherchant quelque chose d'important, sans pouvoir me souvenir de quoi il s'agissait. Je me suis réveillée tôt, avec un sentiment de malaise. Au petit déjeuner, Barbara m'a annoncé que son assistante avait découvert quelque chose d'intéressant. Olivier a pris un congé de son travail, il a invoqué une urgence familiale, il a donc reçu la lettre, ai-je hoché la tête, et maintenant il est probablement en train de chercher frénétiquement une issue ou de fouiller votre maison à la recherche des documents que vous avez si judicieusement emportés, a ajouté Barbara. J'ai imaginé Olivier retournant les tiroirs, regardant sous les matelas, tapotant les murs à la recherche de cachettes.
Cela m'a fait rire et m'a attristé en même temps. Laissez-le chercher, ai-je dit. Tout ce qui est important est déjà ici avec moi. Le reste, ce ne sont que des choses. Je n'aime pas le savoir en train de fouiller chez vous à froncer les sourcils, Barbara. Peut-être devrions-nous appeler la police. Techniquement, il s'introduit dans la propriété d'autrui. J'ai secoué la tête. N'appelons pas la police tout de suite. C'est mon fils quoi qu'il ait fait. Donnons-lui une chance de réparer les choses. Barbara a accepté à contre-cœur. Après le petit déjeuner, elle est partie au bureau et je suis restée dans son appartement. Je devais réfléchir aux prochaines étapes. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant le parc en contrebas. Des enfants jouaient sur l'aire de jeu. De jeunes mères discutaient sur les bancs. Des personnes âgées se promenaient tranquillement le long des allées. La vie ordinaire qui suivait son cours. Et seule ma vie avait soudainement déraillé. Mais étrangement, je ne me sentais pas comme une victime. Au contraire, je sentais une vague d'énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était comme si cette situation avait réveillé en moi quelque chose qui sommeillait depuis des années. L'esprit combatif, la détermination, la clarté d'esprit. Des qualités qui m'avaient toujours accompagnée, mais qui s'étaient émoussées au fil des ans sous le poids de la routine et de la solitude. Olivier Perrin se considérait comme un homme qui avait réussi. À 48 ans, il avait tout ce qu'un homme qui a réussi se doit d'avoir: un poste prestigieux de conseiller financier, une belle épouse, 2 enfants, une maison dans un bon quartier et un SUV haut de gamme. Il était respecté par ses collègues, salué par les serveurs des restaurants chers, et les concierges des grands hôtels souriaient à la mention de son nom. Il était Olivier Perrin, un homme qui avait toujours su exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Mais maintenant, assis au volant de sa voiture dans le parking souterrain de son immeuble de bureau, il sentait cette image s'effriter sous ses yeux. Dans ses mains, il tenait une enveloppe qui lui avait été remise 1 heure plus tôt par un coursier en plein milieu d'une réunion avec un client important. L'enveloppe portait le logo du cabinet Vidal, associé l'un des cabinets d'avocats les plus renommés et les plus chers de Fontainebleau. Olivier n'avait pas ouvert la lettre tout de suite. Quelque chose lui disait que le contenu ne lui plairait pas. Il avait mis l'enveloppe de côté et tenté de se concentrer sur la présentation pour son client, mais ses pensées revenaient sans cesse à la lettre. Finalement, il avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il avait écourté la réunion, prétextant une urgence familiale. Maintenant, assis dans le silence de sa voiture, il a enfin ouvert l'enveloppe. La lettre était rédigée dans un langage juridique sec, mais son sens était limpide. Olivier était accusé d'avoir expulsé illégalement sa mère Adèle Perrin de sa propre maison aux 15 rue des Tilleuls. Il était accusé de violer plusieurs articles du Code civil ainsi que de fraude possible en lien avec des retraits non autorisés sur les comptes d'Adèle Perrin. La lettre se terminait par une exigence de restitution immédiate des clés de la maison à la propriétaire légitime et un avertissement en cas de refus. L'affaire serait transmise aux forces de l'ordre pour des poursuites pénales. Olivier a relu la lettre 2 fois, incapable d'en croire ses yeux. Comment sa mère, qui savait à peine utiliser un téléphone portable, pouvait-elle connaître un avocat de ce calibre? Et comment était-elle au courant des retraits? Il avait toujours été prudent, prenant de petites sommes qu'il pensait que sa mère ne remarquerait pas. Ce n'étaient que des emprunts. Il allait les rembourser dès que ses investissements commenceraient à produire les rendements promis. Merde, a marmonné Olivier en froissant la lettre. Il a démarré la voiture et est sorti du parking en trombe, dépassant la limitation de vitesse. Il devait parler à Geneviève immédiatement. Une autre surprise l'attendait à la maison. La même enveloppe était posée sur la table basse du salon. Un coursier a apporté ça il y a environ 1 heure, a dit Geneviève en observant la réaction de son mari. Je ne l'ai pas ouverte. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Il lui a tendu silencieusement sa lettre déjà froissée. Geneviève l'a parcourue rapidement des yeux et son visage habituellement parfait s'est tordu de colère. Ce n'est pas possible. Elle se souvient à peine de quel jour on est et soudain elle engage un avocat. Quelqu'un l'aide? C'est évident. Olivier s'est effondré dans un fauteuil, sentant la panique monter en lui. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Tout était censé se dérouler sans accroc. Sa mère déménageant dans une maison de retraite, la maison vendue, l'argent placé sur un compte contrôlé par lui en tant que tuteur. Une partie de l'argent servirait effectivement à subvenir aux besoins de sa mère et le reste
Le reste l'aiderait à sortir du trou financier dans lequel ses investissements ratés l'avaient plongé. Nous devons faire quelque chose, a dit Geneviève, arpentant la pièce, le bruit de ses talons claquant nerveusement sur le parquet. L'as-tu appelée? Non, pas encore. Je voulais d'abord te parler. Alors, appelle-la. Découvre à quel jeu elle joue. Olivier a pris son portable et a composé le numéro de sa mère. De longues sonneries, pas de réponse. Il a réessayé. Même résultat. Elle ne répond pas, a-t-il dit en jetant le téléphone sur le canapé. Je t'avais dit que nous aurions dû nous y prendre autrement, a dit Geneviève en croisant les bras sur sa poitrine. Il aurait fallu la convaincre progressivement qu'elle ne pouvait plus se débrouiller seule. Lui montrer à quel point elle serait bien au jardin serein. Et toi, tu as décidé de tout faire, d'un seul coup. Ne commence pas, a rétorqué Olivier. Si nous avions suivi ton plan, nous en aurions encore pour 6 mois. J'ai besoin de l'argent maintenant. Toi, toujours toi, s'est exclamée Geneviève. As-tu pensé à nous? Qu'adviendra-t-il de notre réputation si cette affaire va au tribunal? Que diront les gens quand ils apprendront qu'Olivier Perrin, le brillant conseiller financier, a mis sa propre mère à la porte de ça? En maison, Olivier a pâli. Il n'avait pas vraiment réfléchi à cet aspect des choses. La réputation était un élément essentiel de son métier. Les gens lui confiaient leur argent en partie parce qu'ils le voyaient comme un père de famille responsable. Si cette histoire s'ébruite, nous devons réunir un conseil de famille. Tout de suite, a-t-il décidé. Appelle Kylian et Manon, dis-leur de venir dès que possible. 2 heures plus tard, la famille était réunie dans le salon. Kylian, le fils aîné, était arrivé en urgence du bureau de l'entreprise technologique où il travaillait comme jeune manager. Manon, la fille de 10 à 9 ans, était venue de l'université mécontente d'avoir dû manquer une soirée. Donc mamie a engagé un avocat et menace de poursuivre papa en justice, a résumé Manon après avoir écouté le récit décousu de son père. Franchement, ça ne me surprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire? A froncé les sourcils Olivier. On l'a pratiquement mise à la porte de sa propre maison, a haussé les épaules Manon. Moi aussi, je serais furieuse. Nous ne l'avons pas fait, a dit Geneviève indignée. Nous lui avons offert un logement plus adapté à son âge et à sa santé. Allons, maman, a levé les yeux au ciel Manon. On sait tous que ce n'était pas une offre. Papa a changé les serrures pendant que mamie était à un enterrement. C'est assez violent. Olivier a regardé sa fille avec étonnement. Quand avait-elle eu le temps de devenir si directe, et il n'y a pas si longtemps? Manon était complètement de leur côté, hochant la tête quand ils discutaient du fait que mamie devenait de plus en plus distraite et rêvant qu'ils vendent l'éclat. Maison pour acheter un yacht? La question n'est pas de savoir si nous avons bien ou mal agi, est intervenu Kylian. La question est de savoir quoi faire maintenant. Je suggère que nous rendions les clés à mamie et que nous nous excusions. Faisons comme si c'était un malentendu. Un malentendu, s'est indignée Geneviève. Après une lettre officielle d'un avocat, ça ressemblera à un aveu de culpabilité. Ne sommes-nous pas coupables? A demandé Kylian. Olivier a soupiré. Le conseil de famille ne se déroulait pas du tout comme il l'avait espéré. Au lieu de se serrer les coudes face à la menace, ils commençaient à se disputer. « Bon, calmons-nous, a-t-il dit en levant les mains. Nous devons décider quoi faire de cette lettre. Je vais essayer de recontacter ma mère et de lui expliquer la situation. » « Quelle situation ?» a ricané Manon. « Que nous voulions vendre sa maison pour payer tes dettes. » Olivier a fixé sa fille. « Quoi, comment tu… » « Je ne suis pas aveugle, papa, » a dit Manon en croisant les bras sur sa poitrine. « J'ai vu les lettres de relance qui arrivent à ton nom. Les créanciers n'envoient pas de carte de vœux. » Un silence pesant s'est installé dans la pièce. Geneviève a regardé son mari comme si elle le voyait pour la première fois. « Quel créancier ?» Athée, elle demandait d'une voix glaciale. « Tu avais dit que nous faisions juste des économies temporaires à cause de la volatilité du marché. » Olivier a senti une sueur froide perler sur son front. Ce n'était certainement pas quelque chose qu'il avait prévu de discuter aujourd'hui. « C'est une longue histoire, » a-t-il dit. « Occupons-nous d'abord du problème de maman. »« Non, je veux savoir maintenant, » a insisté Geneviève. « C'est grave à quel point ?» Olivier a cédé. « Je dois environ 200 000 euros. Les investissements que j'ai faits l'année dernière ne se sont pas révélés aussi sûrs que je le pensais. » 200 000 euros, Geneviève a bondi du canapé. « Tu as investi 200 000 euros dans une quelconque spéculation sans me le dire. » Ce n'était pas une spéculation.
C'était une crypto-monnaie prometteuse qui devait être multipliée par au moins 5. Oh mon Dieu. Geneviève s'est couvert le visage de ses mains. Tu as investi nos économies en crypto-monnaie. Toi, le conseiller financier qui répétait sans cesse à ses clients de diversifier et d'être prudent. Techniquement, ce n'était pas seulement nos économies, est intervenu Kylian. À en juger par la lettre de l'avocat, l'argent de mamie y était aussi. Olivier a lancé un regard foudroyant à son fils. J'allais tout rembourser dès que la maison serait vendue. Qui ne t'appartient pas, a terminé Manon pour lui. Mon Dieu, c'est un cauchemar, a gémi Geneviève. On pourrait nous poursuivre en justice. Tu pourrais perdre ta licence. Tout le monde va le savoir. Personne ne va le savoir, a crié Olivier. On va s'arranger, je vais parler à ma mère. Lui expliquer la situation, elle comprendra. Tu penses vraiment que mamie vendrait sa maison pour couvrir tes dettes après que tu l'as mise à la porte, a demandé Kylian incrédule. Olivier n'a pas répondu. Pour être honnête, il n'y croyait plus lui-même. Mais il était incapable d'admettre qu'il s'était piégé lui-même et sa famille. Je dois aller la voir, a-t-il dit enfin. Je dois lui parler en personne. Sais-tu où elle est, a demandé Geneviève. Non mais je vais trouver. Elle ne peut pas être allée bien loin. Peut être qu'elle est chez son amie Elisabeth, a suggéré Manon. Elles vont souvent ensemble à leur club de lecture. C'est une bonne idée, a hoché la tête Olivier. Je vais appeler Elisabeth. Mais Elisabeth ne savait rien de la localisation d'Adèle, ni ses autres amis qu'Olivier a appelés au cours de l'heure suivante. Il semblait que sa mère s'était tout simplement volatilisée. Elle ne peut pas disparaître comme ça, a-t-il dit avec irritation, reposant le téléphone après un autre appel infructueux. Quelqu'un doit bien savoir où elle est. Et cet avocat a suggéré Kylian. Vidal, c'est ça peu. Être devrions-nous essayer de la contacter? Elle, a repris Olivier. Oui, Barbara Vidal. Elle est assez connue en ville. Elle a gagné des procès très médiatisés contre des entreprises. J'ai lu un article sur elle dans la revue économique. Olivier s'est figé. Barbara Vidal. Le nom lui semblait vaguement familier. Attends, a-t-elle dit lentement. Barbara Vidal, elle était au lycée de Fontainebleau. Je n'en ai aucune idée, a haussé les épaules Kylian. Pourquoi? Si c'est la même Barbara Vidal, elle était une élève de maman. Olivier est devenu encore plus pâle. Maman était toujours fière d'elle. Elle disait que Barbara avait un esprit brillant et qu'elle ferait une grande avocate. Attendez une minute, est intervenue Geneviève. Tu es en train de me dire que ta mère est amie avec l'une des meilleures avocates de la ville, et tu n'y as pas pensé en planifiant ton opération. Olivier s'est affalé dans son fauteuil, sentant ses forces l'abandonner. Non, il n'avait certainement pas pris en compte ce facteur, ni beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mamie a toujours gardé le contact avec ses anciens élèves, a dit Manon. Tu te souviens de ce type de la NASA qui lui a rendu visite pour Noël il y a 2 ans, ou de cette femme chirurgien qui l'a conseillé après sa chute? Mamie connaît des tas de gens qui ont réussi. Olivier s'est souvenu. Sa mère entretenait en effet des relations avec beaucoup de ses anciens élèves qui semblaient lui vouer une affection et un respect sincères. Pas comme son propre fils. Je vais appeler le cabinet de Maître Vidal, a-t-il décidé. Je vais essayer d'obtenir un rendez-vous. Mais cette idée a échoué. La secrétaire l'a poliment informé que Maître Vidal n'acceptait pas les appels de M. Perrin et lui a conseillé de lire la lettre et de se conformer à ses exigences. « Qu'allons-nous faire ?» a demandé Geneviève, alors qu'Olivier jetait le téléphone de rage. « Je ne sais pas, a-t-il crié. Je ne sais tout simplement pas. » La situation semblait sans issue. Sa mère, qu'il pensait être une vieille femme sans défense, avait soudain une longueur d'avance sur lui. Elle avait un avocat puissant des preuves de sa fraude financière et apparemment la détermination de lui donner une leçon. Peut-être devrions-nous simplement abandonner, a suggéré Kylian. Rendre les clés à mamie, nous excuser et espérer qu'elle ne nous poursuive pas. Olivier voulait protester, dire que ce n'était pas si simple, qu'ils avaient besoin de vendre la maison pour payer les dettes. Mais il a soudain réalisé qu'il était acculé. Toute action de sa part ne ferait qu'empirer les choses. « D'accord » a-t-il finalement dit. « Je vais lui rendre les clés et je vais essayer de lui parler. » Et les dettes, lui a rappelé Geneviève. « Je trouverai quelque chose » a dit Olivier incertain. « Peut-être que je contracterai un prêt sur notre maison. » Notre maison, a sursauté Geneviève.
N'y pense même pas. Je ne te laisserai pas risquer le toit au-dessus de la tête de nos enfants pour tes investissements insensés. » « Alors que proposes-tu » a hurlé Olivier. « Je n'ai pas 200 000 euros. Je risque la faillite peu. Être même la prison si l'on découvre que j'ai utilisé des fonds de clients. » Un silence de mort s'est fait dans la pièce. Geneviève a regardé son mari avec des yeux écarquillés. « Des fonds de clients » a-t-elle murmuré. « Tu as utilisé l'argent de tes clients pour tes investissements. » Olivier a réalisé qu'il en avait trop dit. Il n'allait pas l'admettre même à sa femme. C'étaient des emprunts temporaires, a-t-il marmonné. Je comptais tout rembourser avant l'audit annuel avec les intérêts. Oh mon Dieu! Geneviève s'est laissée tomber sur le canapé comme si ses jambes ne la portaient plus. C'est la fin. Nous sommes ruinés. Tu vas aller en prison. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Comment vais-je regarder les Martin en face ou mes parents? Olivier n'a pas répondu. Il fixait un point, essayant de réaliser l'ampleur du désastre qu'était devenu sa vie. Ça avait commencé si innocemment un petit emprunt sur les fonds d'un client pour faire un investissement rentable. Il était certain que la crypto-monnaie allait exploser et qu'il rendrait l'argent avec un bénéfice. Mais elle s'est effondrée. Alors il a emprunté un peu plus d'argent pour se refaire sur un autre investissement, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que le trou de la dette devienne si profond qu'en sortir semblait impossible. Vendre la maison de sa mère était son dernier espoir. 450 000 euros, cela aurait suffi à couvrir les dettes, à payer les premiers temps de sa mère au jardin serein, et être même à laisser un petit pécule pour un nouveau départ. Mais maintenant cet espoir s'était effondré aussi. Sa mère ne s'était pas révélée si impuissante. Et apparemment, elle était bien au courant de ses manipulations financières. « Je dois lui parler », a répété Olivier. Lui expliquer la situation. Être qu'elle comprendra et m'aidera. Après l'avoir mise à la porte de sa maison, a demandé Manon sceptique. « J'en doute. »« Je n'ai pas le choix », lui a lancé Olivier. Soit je la convainc de m'aider, soit... Il n'a pas terminé sa phrase, mais tout le monde savait ce qu'il voulait dire. « Je retourne à la fac », a dit Manon en se levant du canapé. « J'ai besoin de réfléchir à tout ça. » Attends chérie, a essayé de la retenir Geneviève. Nous devons rester unis en famille. En famille, a souri amèrement Manon. La même famille qui a mis sa grand-mère à la porte de sa maison, non merci sans moi. Elle a quitté la pièce. En claquant bruyamment la porte, Kylian s'est levé aussi. « Je crois que je vais y aller aussi », a-t-il dit. « J'ai une grosse présentation demain. Il faut que je me prépare. »« Kylian, s'il te plaît, » a plaidé Olivier. « J'ai besoin de votre soutien. »« Je suis désolé, papa, » a secoué la tête Kylian. « Mais je ne peux pas soutenir ce que tu as fait. Ni avec mamie, ni avec l'argent des clients. C'est juste mal. » Il est parti aussi laissant Olivier et Geneviève seuls dans le salon, qui semblait soudain trop grand et vide. « Qu'avons-nous fait ?» a murmuré Geneviève, regardant son mari avec un mélange de dégoût et de peur. « Dans quoi nous as-tu entraînés ?» Olivier n'a pas répondu. Il fixait la lettre de l'avocat sur la table basse, essayant de déterminer le moment où sa vie avait basculé. Était-ce quand il avait décidé qu'il pouvait battre le marché, quand il avait emprunté pour la première fois l'argent de ses clients, ou quand il avait commencé à voir sa mère, non pas comme quelqu'un à qui il devait tout, mais comme un fardeau et une source d'argent potentielle. Il ne le savait pas. Mais à chaque minute qui passait, il réalisait de plus en plus clairement la grave erreur qu'il avait commise en sous-estimant sa mère et en surestimant sa propre ruse. Le café du marché avait toujours été mon endroit préféré à Fontainebleau. Un petit lieu chaleureux, avec des tables en bois, une lumière douce et l'arôme des pâtisseries fraîchement cuites. J'avais l'habitude de venir ici le samedi pour boire une bonne tasse de thé, lire un livre et m'évader de mon quotidien pendant 1 heure ou 2. C'est aussi là que je célébrais la fin de l'année scolaire avec mes collègues, où j'emmenais Olivier enfant pour les grandes occasions et où j'ai fêté son admission dans sa grande école. Aujourd'hui, je revenais ici dans un tout autre rôle. Non pas comme une cliente habituelle, mais comme une participante à un conflit familial à résoudre. Barbara marchait à mes côtés posée et confiante dans son tailleur ivoire parfaitement coupé. Mon ancienne élève est maintenant mon avocate. « Êtes-vous sûre d'être prête pour cette conversation ?» m'a-t-elle demandé en me tenant la porte. « Nous pouvons reporter la réunion si vous avez besoin de plus de temps. »« Plus nous attendons plus, ce sera difficile, » ai-je répondu en entrant dans le café. De plus, je me suis suffisamment préparée. Barbara a hoché la tête avec compréhension.
Pendant ces quelques jours passés dans son appartement, nous avions soigneusement élaboré la stratégie de la rencontre à venir. Chaque mot, chaque document, chaque enregistrement audio, tout était prêt pour la bataille. J'ai tout de suite remarqué Olivier. Il était assis à la table du fond, tapotant nerveusement ses doigts sur sa tasse de café. Il n'avait pas l'air bien. Costume froissé, cerne sous les yeux, une barbe de quelques jours sur son visage habituellement rasé de près. Il semblait que les derniers jours n'avaient pas été faciles pour lui. Eh bien, c'est lui qui avait choisi ce chemin. « Bonjour, Olivier », ai-je dit en m'approchant de la table. « Cela vous dérange si maître Vidal et moi nous asseyons ?» Mon fils a sursauté et a levé les yeux. Il devait être si absorbé par ses pensées qu'il ne nous avait pas vus arriver. « Maman !» Il s'est levé, renversant maladroitement sa tasse. Le café s'est répandu sur la table. « Oui, je suis content que tu sois venu. » Il a tendu les bras pour m'embrasser, mais j'ai fait un pas en arrière. Ce n'était pas le moment pour des démonstrations d'affection feinte. « Asseyons-nous », a dit Barbara en faisant signe à la serveuse. « Et apportez-nous des serviettes, s'il vous plaît. » Nous nous sommes installés. J'ai sorti une petite boîte de mon sac et l'ai posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est a demandé Olivier, regardant la boîte avec méfiance. « Un dictaphone ?» ai-je répondu. « Cela vous dérange si j'enregistre notre conversation ?»« Pourquoi ?» Il a souri nerveusement. « On discute juste en famille. »« En famille ?» ai-je répété en allumant l'appareil. Un choix de mots intéressant compte tenu des circonstances. La serveuse a apporté des serviettes et a essuyé le café renversé. Nous avons commandé un thé pour moi, une eau minérale pour Barbara et un autre café pour Olivier. « Maman, écoute !» a commencé Olivier dès que la serveuse s'est éloignée. Je sais que ce que j'ai fait était irréfléchi, mais j'ai agi en toute bonne foi. J'étais inquiet pour ta sécurité, pour ta santé. « S'il te plaît !» ai-je dit, en levant la main, arrêtant le flot de ses paroles. « Épargnons-nous cela. Tu n'étais pas inquiet pour ma santé quand tu as changé les serrures de ma maison pendant que j'étais à l'enterrement d'une amie. Tu étais inquiet pour tes problèmes financiers. » Olivier a pâli. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » 200 000 euros de dette, Olivier, ai-je dit calmement, des investissements en crypto-monnaie qui ont échoué, l'utilisation de fonds de clients, de possibles problèmes judiciaires. N'est-ce pas... Ses yeux se sont écarquillés de surprise. « D'où est-ce que tu... » « Peu importe, l'ai-je interrompu. Ce qui importe, c'est que tu as décidé de résoudre tes problèmes à mes dépens. Vendre ma maison, me placer en maison de retraite et utiliser le reste de l'argent pour couvrir tes dettes. » Il est resté silencieux, les yeux baissés. C'était plus éloquent que n'importe quel aveu. « Maman, j'allais te rembourser, » a-t-il finalement dit, « dès que mes affaires iraient mieux. Comme tu as remboursé l'argent que tu as pris sur mes comptes ces 5 dernières années. » Ai-je demandé en sortant les relevés bancaires de mon sac. « Tiens, par exemple, tu as retiré 500 euros le 23 mars, 700 autres le 10 avril et encore 1200 le 1er mai. Était-ce aussi un emprunt temporaire ?» Olivier a regardé les relevés avec horreur. « Je ne comprends pas comment tu... » « Comment je le sais ?» je souris. « Olivier, j'ai enseigné les mathématiques pendant 35 ans. Tu crois que je n'allais pas remarquer que de l'argent disparaissait régulièrement de mes comptes ? J'ai tout vu à chaque fois. J'attendais juste que tu viennes me voir, que tu sois honnête, et que tu m'expliques pourquoi tu avais besoin de cet argent. Mais tu n'as rien dit, et tu as continué à prendre. J'allais tout rendre. » Athée, il répétait comme un disque rayé. « Bien sûr que tu allais le faire », ai-je hoché la tête. « Tout comme les 80 000 euros que tu as pris il y a 3 ans, soi-disant pour les investir pour moi. Où sont-ils, Olivier ? Où sont mes 80 000 euros ?» Il est resté silencieux, détournant le regard. Barbara a observé notre conversation, en silence, prenant de temps en temps des notes dans son carnet. « Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça, ai-je continué, c'est que si tu étais simplement venu me voir et que tu m'avais parlé honnêtement de tes problèmes, je t'aurais aidé, tu es mon fils, je t'ai toujours soutenu. Mais tu as choisi d'agir dans mon dos, de me tromper puis de me jeter hors de ma propre maison. Je ne t'ai pas jeté dehors. » S'est indigné Olivier. « Je t'ai proposé de vivre avec nous puis de déménager au Jardin Serein. Pour 5 000 euros par mois, ai-je précisé. Et pendant combien de temps comptais-tu payer mon séjour là-bas, 1 an, 2 et après ?» Olivier n'a pas répondu. Nous connaissions tous les deux la réponse. Monsieur Perrin, est intervenue Barbara. « Nous ne sommes pas ici pour vous accabler.
Nous voulons trouver une solution qui satisfera tout le monde. Quelle solution a-t-elle? Il sourit amèrement. J'ai 200 000 euros de dette. Je risque la prison si l'on découvre que j'ai utilisé des fonds de clients. Je pourrais perdre ma licence. La seule solution, c'est de vendre la maison de ma mère. Non, ai-je secoué la tête. Ma maison n'est pas à vendre? Jamais. Alors que suggères-tu? Il criait presque, attirant l'attention des autres clients. Me laisser faire faillite, aller en prison. C'est ce que tu veux, maman. Non, ai-je répondu calmement. Je veux que tu réalises que ce que tu as fait est mal. Et je veux que tu répares tes erreurs. Comment? Il a levé les bras au ciel. Je ne peux pas faire apparaître 200 000 euros comme par magie. Monsieur Perrin est de nouveau intervenu Barbara. Nous avons préparé une proposition qui pourrait aider à résoudre votre problème. Mais d'abord, il y a quelques autres points que nous aimerions éclaircir. Elle a sorti un dossier de documents de sa mallette. Dites-moi, avez-vous déjà raconté à votre famille comment la maison de votre mère a été achetée? Olivier a froncé les sourcils. Quel est le rapport? Répondez simplement à la question, a insisté Barbara. Eh bien, mes parents l'ont achetée peu après ma naissance, a haussé les épaules Olivier. Mon père travaillait à la bibliothèque, ma mère à l'école. Ils avaient économisé longtemps pour l'apport. Ce n'est pas tout à fait vrai, ai-je dit. La maison a été achetée avec l'argent de l'héritage de mes parents. Ton père travaillait à la bibliothèque et moi à l'école, mais nos salaires suffisaient juste à payer le prêt et les dépenses courantes. L'apport 40% de la valeur de la maison a été entièrement fait avec mon argent. Et alors? A demandé Olivier sans comprendre. Et alors, tu as raconté pendant des années à ta femme et à tes enfants que la maison était un héritage de ton père, ai-je répondu. Que c'est lui qui avait fourni un toit à la famille, que c'était son mérite. Je n'ai jamais dit ça. Vraiment? J'ai sorti le petit dictaphone de mon sac. Écoutons. J'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix d'Olivier est sortie du haut-parleur. C'est mon père qui a acheté cette maison. Il s'est tué au travail pour nous offrir un toit. Et maintenant, ma mère reste la seule à occuper 4 pièces qui pourraient rapporter beaucoup d'argent si on les vendait. J'ai appuyé sur pause. C'est une conversation que tu as eue avec Geneviève il y a 2 mois, ai-je expliqué. Vous dîniez dans le jardin et j'arrivais juste par la cuisine. Vous ne m'avez pas remarqué. Olivier a regardé le dictaphone comme si c'était un serpent venimeux. Tu enregistrais nos conversations, a-t-il murmuré. Depuis combien de temps? 3 ans, ai-je répondu. Depuis que j'ai remarqué que l'argent disparaissait de mes comptes, depuis que tu as commencé à dire à Geneviève et aux enfants que je devenais de plus en plus distraite et que j'avais besoin de surveillance, depuis que vous avez commencé à discuter de la vente de ma maison comme si j'étais déjà morte. J'ai appuyé sur un autre bouton de l'enregistreur. C'était maintenant la voix de Geneviève. Elle ne peut plus vivre seule, c'est dangereux. S'il lui arrive quelque chose, ce sera notre faute. Il vaut mieux la placer dans une maison de retraite où des professionnels s'occuperont d'elle. Et vendre la maison. Elle est de toute façon trop grande pour une personne seule. Puis de nouveau la voix d'Olivier. J'ai déjà regardé les prix au Jardin Serein. Le forfait de base est à 3 000 euros par mois. Si on vend la maison pour 450 000, on peut payer ses frais de séjour pour quelques années à l'avance et avec le reste de l'argent, j'ai éteint l'appareil. J'ai des dizaines de conversations comme celle-ci, ai-je dit, où vous discutez de ma sénilité, de mon incapacité à vivre seule, où vous planifiez comment disposer de mes biens, où toi, Olivier, tu convaincs tes enfants que je suis devenue un fardeau. Olivier était assis, la tête basse, les épaules affaissées, comme si on l'avait vidé de tout son air. « Pourquoi fais-tu ça, maman » a-t-il demandé doucement. « Pour m'humilier, pour te venger ?»« Non » ai-je secoué la tête. « Pour me protéger. Et pour te faire réaliser que je ne suis pas une vieille femme sans défense que l'on peut manipuler et dépouiller. Je suis toujours ta mère Olivier, et je mérite le respect. » Le silence s'est fait dans le café. Même les autres clients semblaient s'être tus sentant la tension à notre table. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» a finalement demandé Olivier. « Que je m'excuse ?»« D'accord, je m'excuse. Ce que j'ai fait est mal. Je n'aurais pas dû changer les serrures. Je n'aurais pas dû prendre ton argent. Je le reconnais. Quoi d'autre ? Je veux que tu me rendes les clés de ma maison, ai-je dit. Et je veux que tu dises la vérité à ta famille. Toute la vérité. Sur l'argent sur la maison, sur tes dettes et sur la façon dont tu comptais résoudre tes problèmes à mes dépens. Et en retour, il a levé les yeux. M'aideras-tu avec mes dettes ? Non, ai-je secoué la tête.
Je ne paierai pas pour tes erreurs, Olivier. Mais j'ai une autre offre. J'ai fait un signe de tête à Barbara et elle a sorti un autre dossier de sa mallette. Nous avons examiné votre situation financière, Monsieur Perrin, a-t-elle dit, et nous avons élaboré un plan de restructuration de votre dette. Vous pouvez vendre vos parts dans votre société de conseil, ce qui rapportera environ 120 000 euros. Le reste peut être couvert par la vente de votre voiture et de quelques autres actifs. Vendre mes parts dans la société, Olivier la regardait avec horreur. C'est l'œuvre de ma vie. J'ai mis 15 ans à la construire. Avez-vous d'autres suggestions ? A demandé Barbara, sachant qu'en cas de divulgation des informations sur l'utilisation abusive des fonds des clients, vous perdez non seulement la société, mais vous risquez également de vous retrouver sous le coup d'une enquête. Olivier est resté silencieux, réfléchissant. Je pouvais voir les émotions changer, dans ses yeux colère, peur, désespoir. Et enfin, résignation. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? ATX sourit amèrement. Il y a toujours un choix, ai-je répondu. Tu peux refuser notre offre. Tu peux continuer à chercher des moyens de t'approprier ma maison. Tu peux même essayer de me faire déclarer incapable, bien que, vu les preuves que nous avons, ce serait difficile. Mais tu peux aussi accepter de l'aide et réparer tes torts. De l'aide, a-t-il ricané. Vous appelez ça de l'aide. Vous me forcez à vendre l'œuvre de ma vie. Nous vous offrons une porte de sortie à une situation que vous avez créée vous-même, a dit calmement Barbara. L'alternative, c'est la faillite et de potentielles poursuites pénales. Olivier s'est passé la main sur le visage comme pour effacer sa fatigue. J'ai besoin de réfléchir, a-t-il dit, et d'en parler à Geneviève. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Mais garde à l'esprit que cette offre est limitée dans le temps. Tu as 3 jours pour réfléchir. Et après ? Il m'a regardé d'un air de défi. Tu me poursuivras en justice. Tu enverras ces enregistrements à la police, à l'autorité des marchés financiers. J'espère que nous n'en arriverons pas là, ai-je dit doucement. Tu es mon fils Olivier. Quoi qu'il arrive, je t'aime et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais je veux aussi que tu comprennes que tes actes ont des conséquences et que parfois il faut payer pour ses erreurs. Il a hoché la tête sans me regarder. J'ai compris. 3 jours. Et encore une chose, ai-je ajouté. Je veux que tu me rendes les clés de ma maison. Aujourd'hui. Olivier a sorti un trousseau de clés de sa poche et l'a posé sur la table. Voilà, c'est tout. Non, ai-je secoué la tête. Il y a autre chose que je veux que tu comprennes. Je me suis penchée vers lui et j'ai baissé la voix pour qu'on ne nous entende pas des tables voisines. La maison n'a jamais été l'héritage de ton père Olivier. C'était ma maison depuis le début. Je l'ai achetée avec l'argent que mes parents m'ont laissé. J'ai remboursé le prêt en travaillant à mi-temps après la mort de ton père. J'ai contracté une 2e hypothèque pour payer tes frais de scolarité. J'ai mis dans cette maison non seulement de l'argent, mais un morceau de mon âme. Et je ne laisserai ni toi ni personne d'autre me l'enlever. Olivier m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Il y avait de la surprise dans ses yeux et autre chose. Être une prise de conscience tardive. Je ne savais pas, a-t-il marmonné. Pour l'argent de tes parents, pour le 2e prêt, papa n'a jamais dit « Ton père est mort quand tu avais 8 ans », lui ai-je rappelé. Il n'a pas eu le temps de te dire beaucoup de choses. Mais moi, j'étais là pour toi toutes ces années. Tu aurais pu simplement me demander. Il a hoché la tête en baissant les yeux. Je suis désolée, maman. Vraiment. Je sais, ai-je dit, en posant ma main sur la sienne. Et je crois que tu peux réparer tes erreurs. Pas pour moi, mais pour toi et pour ta famille. Ce fut la fin de notre réunion. Olivier est parti le premier, laissant l'argent pour les consommations et mes clés de maison sur la table. Barbara et moi sommes restés un moment finissant notre thé. Vous avez été formidable, a-t-elle dit avec respect. Ferme mais juste. Je veux juste qu'ils comprennent, ai-je soupiré. Olivier a toujours été un garçon ambitieux. Il a toujours voulu plus que ce qu'il avait. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quelque part en chemin, il a oublié les choses importantes. L'honnêteté, le respect, la famille. Pensez-vous qu'il acceptera votre offre? Il n'a pas le choix, ai-je haussé les épaules. L'alternative est trop effrayante à envisager. Mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'il réalise ses erreurs et qu'il en tire une leçon.
Sinon, toute cette histoire ne lui aura servi à rien. Barbara a hoché la tête en rassemblant ses papiers. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez rentrer chez vous. Oui, ai-je souri. Mais d'abord, je vais faire changer les serrures. Juste au cas où. Nous avons payé et quitté le café. La journée était claire et chaude avec une légère brise qui apportait l'odeur des tilleuls en fleurs. J'ai inspiré profondément ce parfum, sentant la tension des derniers jours se relâcher progressivement. Il y avait encore beaucoup de travail à faire, réintégrer ma maison, remettre les choses en ordre être même faire la paix avec la famille de mon fils. Mais le plus dur semblait être passé. Vous savez, Barbara, ai-je dit alors que nous marchions vers sa voiture, à mon âge, on commence à apprécier les choses simples. Un toit sur la tête, une bonne tasse de thé, la chance de pouvoir lire un livre en paix dans son fauteuil préféré. Je ne voulais pas d'une guerre avec mon propre fils, je voulais juste conserver ce qui m'était cher. Et vous l'avez fait, a souri Barbara. De plus, vous lui avez donné une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Je l'espère. Ai-je hoché la tête. Après tout, j'ai été professeur toute ma vie. Enseigner, c'est ce que je sais faire de mieux. Retourner dans ma propre maison s'est avéré être une expérience étrange. Je me tenais sur le seuil, tenant les nouvelles clés. Barbara et moi avions décidé de faire changer les anciennes serrures le jour même où Olivier m'avait rendu les clés. Ce n'était pas que je ne faisais pas confiance à mon fils, mais la prudence n'est jamais une mauvaise chose. La maison avait l'air presque exactement comme je l'avais laissée en partant pour l'enterrement de Solange Dubois. Presque, mais pas tout à fait. Il y avait des signes d'une fouille hâtive. Les tiroirs de la commode tirés et mal refermés. Les livres sur les étagères déplacées. Le tapis du salon froissé. Olivier avait cherché quelque chose. Des documents, de l'argent, des objets de valeur. Il avait peut-être même trouvé quelques petites choses que je n'avais pas eu le temps d'emporter. Mais l'essentiel était resté avec moi, les actes de la maison, les relevés bancaires, les enregistrements audio de nos conversations. J'ai lentement parcouru les pièces, remettant les choses à leur place, restaurant l'ordre. C'était une sorte de rituel. Je me réappropriais cette maison, j'effaçais les traces de l'intrusion. Dans la chambre, j'ai sorti de la boîte à bijoux mon alliance, la seule chose de valeur que je n'avais pas emportée en partant. Non par oubli, mais parce que j'étais sûre qu'Olivier ne toucherait pas à ce souvenir de famille. Et en effet, la bague était toujours là. Être qu'au fond de lui, mon fils, avait encore quelques principes moraux. J'ai passé la première semaine après mon retour à mettre de l'ordre dans la maison et à réfléchir à ce qui s'était passé. Barbara appelait régulièrement pour s'assurer que j'allais bien. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Olivier, puis le 8e jour, on a sonné à la porte. Sur le seuil se tenait Kylian, mon petit-fils aîné. Il avait l'air incertain, se balançant d'un pied sur l'autre, un petit bouquet de fleurs des champs à la main. « Bonjour, mamie », a-t-il dit, en me tendant le bouquet. « Je peux entrer. » Je me suis écartée en silence, le laissant entrer dans la maison. Nous sommes allés dans la cuisine, où j'ai mis les fleurs dans un vase et préparé du thé. « Comment vas-tu » a demandé Kylian une fois assis à table. « Bien, » ai-je répondu. « Et toi ?»« Pas très bien pour être honnête, a-t-il secoué la tête. Après tout ce qui s'est passé, ce n'est pas la meilleure période pour la famille. J'ai attendu en silence qu'il continue. Kylian avait toujours été le plus réfléchi de mes petits-enfants, le plus introspectif. Je savais qu'il avait besoin de temps pour formuler ses pensées. « Maman et papa sont au bord du divorce », a-t-il finalement dit. Après que papa a tout raconté sur ses dettes et ce qu'il prévoyait de faire avec ta maison, maman était furieuse. Ils se disputent tout le temps. Manon n'est presque jamais à la maison, toujours à la fac ou chez ses copines. Et moi, je ne sais tout simplement pas quoi faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ai-je demandé. Kylian a haussé les épaules. Honnêtement, j'aimerais que les choses redeviennent comme avant, quand on était une famille normale. Quand on venait pour les déjeuners du dimanche et que tu nous racontais des histoires sur tes élèves, que papa faisait des blagues et que maman riait de ces blagues, j'ai soupiré. C'était de bons moments, en effet. Mais ils étaient passés bien avant l'histoire des serrures. Progressivement, année après année, notre relation avait changé. Olivier était devenu de plus en plus distant, Geneviève, de plus en plus froide. Les petits-enfants avaient grandi et vaquaient à leurs occupations. Les déjeuners du dimanche étaient devenus une formalité, puis avaient cessé. On ne me rendait visite que pour les fêtes,
et pas toujours. Tu sais, Kylian, ai-je dit, parfois on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut construire quelque chose de nouveau, quelque chose de peu, être même mieux que l'ancien. Il m'a regardé avec espoir. Tu crois que c'est possible, après tout ce qui s'est passé? Je pense que ça vaut la peine d'essayer, ai-je souri. Et si on ravivait la tradition des déjeuners du dimanche, ce dimanche chez moi, tu viendras. Bien sûr, A.T.I. hochait la tête. Et les autres? J'inviterai tout le monde, ai-je dit. Ils décideront. Le dimanche, je me suis levée tôt et j'ai préparé ma fameuse tarte aux pommes, celle qu'Olivier adorait quand il était enfant. Puis j'ai fait rôtir un poulet aux herbes, préparé une purée de pommes de terre et une salade. À 14 heures, la table était mise, la maison nettoyée, et moi, dans ma plus belle robe, j'attendais mes invités. Kylian est arrivé le premier. Il m'a aidé à installer les chaises et à apporter une bonne bouteille de vin. Manon est arrivée ensuite étonnamment soignée et sérieuse, avec une boîte de gâteaux d'une pâtisserie chic. Olivier et Geneviève sont arrivés les derniers, alors que j'avais presque perdu espoir. Ils gardaient leur distance l'un de l'autre, ne se parlaient pas, mais le fait qu'ils soient venus ensemble était un bon signe. Le déjeuner a commencé de manière guindée. Nous avons échangé des phrases formelles, évitant de parler de ce qui s'était passé, mais progressivement, minute après minute, l'atmosphère s'est réchauffée. Kylian a parlé de son nouveau projet au travail, Manon a partagé ses plans pour un stage d'été, même Geneviève s'est un peu déridée quand j'ai complimenté sincèrement sa nouvelle coiffure. Seul Olivier restait silencieux, le regard fixé sur son assiette. Je voyais combien il lui était difficile d'être ici dans la maison qu'il avait essayé de me prendre au milieu de la famille, à qui il avait dû avouer ses erreurs. Après le dessert, quand les petits-enfants sont allés au salon pour choisir un film et que Geneviève m'a aidé à débarrasser, j'ai pris Olivier à part. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Ça va » a-t-il haussé les épaules sans me regarder dans les yeux. J'ai vendu mes parts dans la société comme toi et Maître Vidal l'aviez suggéré. J'ai remboursé la plupart de mes dettes. Je cherche un nouveau travail. Et comment ça s'est passé? Pas très bien, a-t-il souri amèrement. Qui a besoin d'un conseiller financier à la réputation ternie? L'AMF a lancé une enquête. S'il trouve des preuves d'utilisation abusive de fonds de clients, je pourrais perdre ma licence. Je suis désolée, Olivier, ai-je dit sincèrement. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Je sais, maman. Il m'a enfin regardé. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Je me suis mis tout seul dans ce piège et puis j'ai essayé d'en sortir à tes dépens. C'était indigne. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu un remords sincère dans sa voix. Pas un regret ostentatoire, pas des excuses formelles, mais une véritable prise de conscience de son erreur. « J'ai une proposition pour toi, ai-je dit. Tu te souviens de Monsieur Dubois, ton ancien collègue du lycée, celui qui enseignait l'économie ? » « Oui » a hoché la tête Olivier. « Il dirige maintenant un centre d'éducation pour adultes. Il cherche un formateur en littératie financière. Je lui ai parlé de toi. » Olivier m'a regardé incrédule. « Tu m'as recommandé ? Après tout ce que j'ai fait. Tu es mon fils Olivier. » ai-je dit en posant ma main sur son épaule. « Quoi qu'il arrive. Et tu as toujours été doué avec les finances. Oui, tu as fait une erreur. Une grave erreur. Mais ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas une seconde chance. » Je ne sais pas quoi dire, il avait l'air confus. « Merci, maman. » « Ne me remercie pas à l'avance, ai-je souri. Le salaire là-bas est bien inférieur à ce à quoi tu es habitué et il faudra travailler dur. Mais c'est un travail honnête qui peut aider les gens à éviter les mêmes erreurs que celles que tu as commises. » Il a hoché la tête, réfléchissant à mes paroles. « J'appellerai Monsieur Dubois demain. » Cette conversation a été un tournant. Pas tout de suite, bien sûr. Il a fallu des mois pour reconstruire la confiance. Mais progressivement, notre famille a commencé à retisser ses liens. Olivier a bien obtenu le poste au centre d'éducation. Ce fut difficile au début. Il a dû non seulement s'habituer à son nouveau travail et à un salaire beaucoup plus modeste, mais aussi lutter contre un sentiment d'humiliation. Ancien consultant financier à succès, il enseignait maintenant les bases de l'épargne à des mères au foyer et à des retraités. Mais avec le temps, il a trouvé une satisfaction dans ce travail. Son expérience pratique, y compris ses erreurs, s'est avérée précieuse pour ses élèves. Il pouvait utiliser des exemples concrets pour montrer à quoi peuvent mener l'analphabétisme financier
et la prise de risque incontrôlée. Lui et Geneviève ont finalement divorcé. Trop de méfiance et de ressentiment s'étaient accumulés entre eux, mais le divorce fut civilisé sans scandale, ni règlement de compte public. Geneviève a déménagé dans une autre ville, plus près de ses parents, et Olivier est resté à Fontainebleau, louant un petit appartement près du centre. Les petits-enfants ont le plus changé, surtout Manon. De jeune fille frivole ne s'intéressant qu'aux fêtes, et à la mode, elle est devenue une étudiante en droit sérieuse. Peu, être athée, elle était influencée par l'exemple de Barbara Vidal qu'elle a rencontré lors de l'un de nos déjeuners du dimanche. Kylian aussi avait mûri. Il s'est intéressé davantage à l'histoire familiale, me posant des questions sur mes parents, sur ma jeunesse, sur la façon dont Laurent et moi nous étions rencontrés et avions construit notre vie. Un jour, il m'a avoué qu'il n'avait jamais réalisé auparavant tout le travail et les sacrifices qu'il y avait derrière ce qu'il avait toujours considéré comme acquis. Les déjeuners du dimanche sont devenus une tradition. Chaque semaine, ma maison se remplissait de voix de rire, parfois de disputes, mais toujours d'émotions sincères. Nous étions redevenus une famille. Pas parfaite avec nos propres problèmes et nos désaccords, mais réelle. 6 mois après notre premier dîner du dimanche, j'ai décidé qu'il était temps de passer à une étape que je planifiais depuis longtemps. Pour un autre dîner de famille, j'ai invité non seulement Olivier et les petits-enfants, mais aussi Barbara et son nouveau mari, ainsi que quelques vieux amis. Quand tout le monde fut à table, je me suis levée et j'ai tapoté légèrement ma fourchette sur mon verre pour attirer l'attention. « J'ai une annonce à vous faire », ai-je dit quand le silence se fut fait. « Dans 1 mois, je pars en voyage. »« En voyage ?» a demandé Olivier surpris. « Où ça ?»« En Europe, » ai-je souri. « D'abord en Angleterre. J'ai toujours voulu voir le British Museum et Stonehenge. Puis la France, l'Italie et la Grèce. Pour 3 mois. » 3 mois. Kylian avait l'air choqué. « Mais mamie, tu n'as jamais voyagé plus loin que le département voisin auparavant. »« C'est exactement pour ça que c'est le moment. » Ai-je hoché la tête. « J'ai 73 ans. Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand ?»« Mais... et la maison ?» a demandé Olivier. « Qui s'en occupera ?» J'ai demandé à Kylian de rester ici pendant mon absence, ai-je dit. Il a accepté, n'est-ce pas Kylian ? Mon petit-fils a hoché la tête, toujours l'air surpris. « Oui, mais je ne savais pas que tu partais pour 3 mois. »« Où as-tu trouvé l'argent pour un tel voyage ?» a demandé Olivier. « Ça doit coûter une fortune. »« J'ai économisé petit à petit ces 15 dernières années, » ai-je dit, sur un compte spécial que personne ne connaissait. Même toi, Olivier, avec tous tes emprunts, tu n'y as pas eu accès. Un petit rire a parcouru la tablée. Mon fils a rougi, mais a souri aussi. Il avait appris à traiter ses erreurs passées avec une dose d'autodérision. « Et quand as-tu eu le temps de planifier tout ça ?» a demandé Manon. « Oh, c'est un projet de longue date ?» lui ai-je fait un clin d'œil. Mais je n'ai finalisé les détails que récemment avec l'aide de Barbara. Elle m'a aidé à réserver les hôtels et les excursions. Tous les regards se sont tournés vers Barbara qui a souri modestement. « Votre grand-mère est une personne très déterminée », a-t-elle dit. « Quand elle a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. »« C'est vrai !» a marmonné Olivier et tout le monde a de nouveau ri. Le reste de la soirée s'est passé à discuter de mon prochain voyage. Manon m'a conseillé sur les vêtements à emporter. Kylian s'inquiétait pour ma sécurité et Olivier a suggéré d'installer une application d'urgence sur mon téléphone. Je les écoutais en souriant, sentant mon cœur se remplir de chaleur. Ils prenaient soin de moi, non pas comme d'une vieille dame sans défense, mais comme d'une personne aimée qui se lançait dans une grande aventure. Quand les invités sont partis et que Barbara et moi étions seuls à ranger la vaisselle, elle a dit, pensive, « Vous savez, Adèle, vous avez changé votre famille. La façon dont ils vous regardent maintenant, avec respect, avec admiration, ce n'est plus comme avant. Ce sont eux qui ont changé. » Ai-je secoué la tête. Moi, je n'ai fait qu'être moi-même. Peu être, a souri Barbara. Mais vous leur avez montré qui vous étiez vraiment. Et ça a changé beaucoup de choses. J'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit. Peu être avait-elle raison? Toute ma vie, j'avais essayé d'être une bonne mère, une bonne grand-mère, un bon professeur, de prendre soin des autres, de soutenir, d'aider. Mais quelque part en chemin, j'avais laissé ma famille oublier que j'étais plus que ces simples rôles. Que j'étais une personne à part entière, avec mes propres rêves, mes projets,
ma force de caractère. Ce n'est que lorsqu'ils ont essayé de m'enlever mon autonomie que je leur ai enfin montré cette facette de moi. Vous savez quel est mon plus grand regret, ai-je dit à Barbara. C'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, de ne pas avoir posé de limites, de ne pas leur avoir rappelé que je méritais le respect. Être qu'alors nous aurions pu éviter toute cette histoire de serrure et de menaces judiciaires. A-t-elle acquiescé. Mais parfois nous avons besoin d'une crise pour réaliser ce qui est vraiment important et pour trouver la force de changer les choses. J'ai hoché la tête en signe d'accord. La crise avait en effet changé les choses, tant dans ma famille qu'en moi-même. J'étais devenue plus confiante, plus déterminée. J'avais cessé d'avoir peur des conflits et de la désapprobation. J'avais appris à affirmer mes limites et à dire non quand c'était nécessaire. Et un mois plus tard, je me suis effectivement envolée pour Londres. J'ai bravé la bruine anglaise en regardant Big Ben. J'ai arpenté les salles du British Museum en admirant les artefacts anciens. J'ai bu un vrai café français dans un petit bistrot de Montmartre. J'ai pris le soleil sur une plage grecque en regardant la mer d'azur. Et chaque semaine, j'appelais à la maison racontant mes aventures. Ils écoutaient avec intérêt, posaient des questions, demandaient des photos. Et je sentais que je vivais enfin la vie dont j'avais toujours rêvé mais que j'avais remise à plus tard. Quand je suis rentrée bronzée et pleine d'impression, ils m'ont accueillie à l'aéroport avec des fleurs et des pancartes. Même Geneviève était venue de sa nouvelle ville. Et à la maison, j'ai eu la surprise de découvrir une salle de bain rénovée, celle dont je rêvais depuis des années, mais pour laquelle je n'avais jamais trouvé l'argent et l'énergie. C'est de la part de nous tous, a dit Olivier, alors que je regardais stupéfaite la nouvelle douche et le magnifique carrelage. Nous avons pensé que tu méritais une petite mise à jour dans la maison. Merci, l'ai-je serré dans mes bras, les larmes me montant aux yeux. C'est un cadeau magnifique. Ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à la façon étrange dont les choses s'étaient déroulées. La tentative de me priver de ma maison avait eu pour résultat que cette maison était devenue encore plus la mienne. La tentative de m'écarter des décisions familiales avait rendu ma voix plus puissante. La tentative de me mettre au rebut à cause de mon âge avait fait voir à tout le monde que j'étais encore pleine de vie et de projets. Sur la table de chevet se trouvait un guide du Japon, mon prochain rêve. À côté, un carnet avec des notes sur les endroits que je voulais visiter. L'âge n'était pas un obstacle pour rêver. Je me l'étais prouvé à moi-même et à ma famille. Je me suis endormie avec un sourire en pensant que parfois, la fin d'une histoire devient le début d'une autre bien plus intéressante. Et qu'à 73 ans, la vie peut être non moins colorée et intense qu'à 30 ou 40 ans. Il faut juste avoir le courage de la vivre comme on en a envie et non comme les autres s'attendent à ce qu'on la vive. Tu vois, mon enfant, parfois, il suffit d'un mot, d'un regard pour que tout s'apaise.